Et bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi Bloody Nurse. Et vous écoutez la deuxième partie de notre épisode 12 de la première saison de Medicine City, le procès de Bobigny, un enfant si je veux, quand je veux, et qui retrace le procès de 1972 qui s'est tenu à Bobigny et qui a débouché sur la loi Veil de 75 qui a légalisé l'avortement en France. Et c'est le sujet de notre épisode du jour. La première partie est en ligne. Nous vous invitons à aller la découvrir, l'écouter si vous l'avez pas écoutée. Et dans cette première partie, nous évoquons donc ce procès, de dérouler les débats, la conclusion et les conséquences de ce procès. Dans cette deuxième partie, Bloody Nurse, tu voulais nous faire part de... Je voudrais un petit peu vous expliquer un peu comment ça se déroulent les IVG, donc IVG interruption volontaire de grossesse en France aujourd'hui, pas à l'époque. Parce que bon, on a très bien compris qu'à l'époque, c'était pas possible. Donc, je vais un peu décrire toutes les conditions qu'il y a, l'état des lieux dans le monde sur les avortements, et vous décrire un petit peu aussi quelques pays. Il a fallu sélectionner. Donc, oui, on peut pas faire exhaustif non plus. Ouais, voilà. Mais c'était un sujet qui nous tient à cœur et qu'on voulait évoquer un peu plus en profondeur. C'est important, ça fait partie de l'éducation aussi, de savoir comment ça se passe. Oui, tout à fait. Et c'est notre job aussi. Donc, on revendique notre côté médical dans le podcast depuis le début, en évoquant des sujets médicaux. Et donc c'était important qu'on fasse cette partie-là. Alors comme la première partie était un peu longue, on a scindé l'épisode en deux volontairement. Et donc voici cette partie. Voilà. Et si vous avez des questions, des remarques, ou faut pas hésiter, vous n'hésitez pas à venir nous en faire part en commentaire ou en message privé. Ou même si je me trompe, n'hésitez pas. On est résistant aux menaces et aux insultes, donc ne vous cherchez pas forcément à vous lâcher sur les commentaires négatifs si vous êtes contre ce genre de sujet. On connaît les arguments, on a notre opinion qui est forgée. Mais vous avez le droit d'être contre, par contre. Voilà, qui sera inamovible quel que soit votre argumentaire. Mais vous avez le droit d'avoir votre opinion, vous avez le droit de la partager aussi, ça c'est important. Tout à fait. Mais pour le coup, que ce soit Bloody Nurse ou moi-même, c'est un sujet qui fait l'unanimité. C'est même pas être pour, c'est normal en fait. Oui, le droit de disposer de son corps et de pouvoir mettre un terme à ces grossesses-là, clairement. Allez, vas-y, je te laisse parler. En France, il y a un délai pour réaliser un avortement. Donc, vous avez le droit jusqu'à la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le jour du dit premier jour des règles. Alors, vous verrez aussi peut-être le terme, alors je sais pas si t'en parles, le terme semaine d'aménorrhée, ou SA. On utilise en acronyme médical. En fait, il y a semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse. En fait, semaine d'aménorrhée, ça inclut l'aménorrhée, ça veut dire pas de règles. Voilà. C'est un terme technique qui veut dire pas de règles. C'est ça. C'est normalement le jour de vos premières règles. C'est le J1 de votre cycle. Il y a 15 jours à peu près. Et c'est à partir du 15e jour où on peut commencer... que la grossesse commence parce qu'on est fécond à partir de ce moment-là. C'est ça. Donc, en gros, c'est... 2 semaines-là c'est pour ça qu'on dit 16 semaines d'aménorrhée, mais en fait, c'est 14 semaines de grossesse. Oui, parce que du point de vue de la femme, en fait, elle sait la date de ses dernières règles, quand est-ce qu'elles sont venues, quand est-ce qu'elles ont commencé, et donc, c'est plus facile de compter par rapport à ça, parce que on sait pas exactement quand a eu lieu le moment de la fécondation et de la grossesse. Je vous invite, mesdames, si vous ne le faites pas, ou messieurs, à inciter vos dames à le faire, ou mesdames d'ailleurs, à
notez vos premiers jours de règles, c'est quand même super important. Cycle, ouais, c'est bien. Ouais, c'est très important de connaître son cycle, même sans point de vue de grossesse, quoi. C'est important de connaître son cycle pour savoir comment fonctionne notre corps. Donc 14e semaine de grossesse, donc attestée soit par un test, une échographie, ou 16e semaine d'aménorrhée. Tout à fait. Ok. Donc une fois que le choix de faire un avortement ou pas est fait, pas de faire un avortement là pour le coup, le parcours peut être plus ou moins long selon la méthode choisie. Il y a un rendez-vous qui doit vous être proposé dans les 5 jours suivant votre premier contact. Il peut être variable si vous choisissez un entretien ou pas psychosocial. Ah, quand tu dis un rendez-vous, c'est auprès de qui, auprès de quoi et dans quel but? Tu le dis? Je vais en parler. Ah, pardon. En fait, c'est des rendez-vous, tu prends contact avec un médecin, une sage-femme, planning familial, peu importe. Tout ce personnel doit te proposer un rendez-vous dans les 5 jours. C'est légal. Voilà. Quand tu dis, alors je pense qu'il faut préciser pour faire de la vulgarisation, qui a le droit de pratiquer, qui a le droit de te recevoir. Je vais en parler, d'accord. Je vais parler de tout ça, donc en général, il y a 2 temps obligatoires avant de réaliser l'avortement, donc l'information et le consentement. Il n'est pas nécessaire d'y avoir 2 rendez-vous pour ces 2 moments, qui peuvent être réalisés dans une même consultation. Il n'y a pas de laps de temps minimal de réflexion obligatoire aussi entre ces 2 moments et l'avortement depuis le 2 mars 2022. Avant, il y avait un minimum de temps de réflexion. Ce qui d'ailleurs posait un certain nombre de difficultés quand tu avais la première consultation qui tombait juste à la fin, avant tout à fait, la deadline. Tout à fait. Alors, qui peut demander à réaliser l'avortement? Alors, ça paraît évident pour nous, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, c'est en fait seule la femme concernée par la grossesse peut faire la demande. C'est un choix qui est personnel et qui doit être fait hors de toute pression et sans justification. On appelle cela le droit de disposer de son corps. Que là où on pourrait se dire oui, mais il n'existe pas de cas de figure où quelqu'un demande pour la femme un avortement. Alors non, mais il peut y avoir, et il y a en pratique eu des cas ou des endroits où on exige de la femme qu'elle avorte. Tout à fait. Par exemple, un mari qui ne veut pas l'enfant parce que c'est une compagne illégitime, un enfant illégitime, etc. Par exemple, parce qu'il y a un handicap du côté de la mère ou autre. Et donc on ne peut pas faire la pression et demander ou exiger de la femme que la grossesse se termine. Alors en théorie, après en pratique, je pense que ça doit arriver encore. En pratique, même en France, l'emprise mentale, les mécanismes de pression sociale, et même dans l'autre morale. C'est-à-dire de garder l'enfant. Oui. Et là, en l'occurrence, on est sur la demande. Tout à fait. Donc, le droit de disposer de son corps, c'est un fondamental. Autre élément dans ceux qui ont le droit de demander, il n'est pas obligatoire d'être français pour y avoir accès. C'est-à-dire que toutes les femmes étant sur le territoire français peuvent y avoir accès, même les femmes en situation irrégulière. Je parle tout de suite des frais liés à l'avortement. La prise en charge, ouais. La prise en charge. Toutes les femmes majeures ou mineures ayant la sécurité sociale, tous les frais liés à l'avortement, donc je parle de prise de sang, consultation, échographie, l'acte et autres consultations psycho, etc., sont pris en charge à 100% sans avance de frais. Il en est de même pour les femmes en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale de l'État ou AME. Et pour les femmes en situation irrégulière n'ayant pas l'AME, parce que toutes n'ont pas l'AME, elles peuvent bénéficier dans le cadre de situations urgentes, dont l'IVG fait partie, donc, et doivent aller forcément dans un établissement de santé pour avoir ça, puisque c'est considéré comme une situation d'urgence. Pour les mineurs. Alors, ce qu'on vous dit là maintenant, c'est valable aujourd'hui. On est en juin 2025. Je vous dis ça parce que il y a beaucoup de débats. Alors, pour nos auditeurs français, vous les avez vus passer sans doute. Pour nos auditeurs des autres pays francophones, Belgique, Canada, Suisse, en fait, il y a des débats en France actuellement sur qu'est-ce qui relève ou non de la protection sociale. Il y a beaucoup de débats sur le coût de notre protection sociale, le coût de l'aide médicale d'État, ce que l'aide médicale d'État doit couvrir, etc.
Donc peut-être que si on écoute ce podcast dans 1 an, dans 2 ans, enfin, et notamment après la prochaine présidentielle, il est peut-être, ça aura peut-être changé beaucoup. Donc c'est valable ce qu'on vous dit là en juin 2025. Ouais. Juste pour information, tout ce que j'ai là, bon, il y a de mon savoir propre évidemment, mais j'ai voulu quand même confirmer la chose officiellement, on va dire. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site du gouvernement. Le ministère de la Santé. Ouais, le ministère de la Santé, tout à fait. Il y a vraiment, c'est dédié à ça. Et aussi sur le site de Amélie.fr, qui est la sécurité sociale. Amélie, qui veut dire assurance maladie. L'assurance maladie, tout à fait. Pour les mineurs, donc du coup j'en étais, les mineurs peuvent avoir le droit à l'avortement avec ou sans le consentement de leurs parents. Cela peut être fait de façon anonyme ou pas. La seule condition de demander est que le mineur soit accompagné d'un adulte de son choix, s'il n'y a pas de consentement parental. Et il n'y a que pour les mineurs où il y a un entretien psychosocial obligatoire aussi. Et bien sûr, toutes les femmes que je vous ai énumérées, donc celles en situation irrégulière, etc., peuvent demander l'anonymat total, bien sûr. Faut savoir même que les femmes, même si c'était moi qui allais me faire avorter, je peux demander l'anonymat. Oui, il faut savoir que dans tous les établissements sanitaires français, il y a une procédure qui est accessible à tous, qui permet d'avoir des soins en anonyme. On est enregistré sous X ou sous une identité fictive. Et ça arrive parce qu'on est mineur, parce qu'on est célèbre. Les très grandes célébrités peuvent se faire soigner en anonyme. Donc voilà, tous les établissements ont ces procédures-là et savent les mettre en œuvre. Donc on en vient à qui peut réaliser ces actes. Nous avons donc les médecins et les sages-femmes. Pour information, un professionnel de santé, médecin ou sage-femme du coup, n'est jamais tenu de pratiquer une IVG. Ça s'appelle la clause de conscience en France. Mais il a l'obligation, par contre, de vous informer et de vous orienter vers un médecin ou une sage-femme ou une structure qui pourra prendre en charge votre demande d'avortement. Et il y a aussi un autre point, c'est que ça c'est les codes de déontologie et les codes de santé publique qui fixent ça. Dire après, ouais. C'est que pour le coup, indépendamment du fait d'avoir sa clause de conscience, on peut ne pas être formé ou informé. Clairement, par exemple, si t'es chirurgien, orthopédiste ou ophtalmo, c'est pas dans ta formation, dans ton cursus. Donc, clairement, quelqu'un qui se retourne vers toi pour dire j'ai besoin d'une IVG, t'as pas la compétence pour le faire. Mais par contre, t'as l'obligation de réorienter vers. Tout à fait. Et ça, c'est pas de la clause de conscience, c'est de la clause de compétence. Pour le coup, on ne peut faire les choses qu'on ne sait pas faire, en fait. Tout à fait. Où est-ce que ça se déroule? Alors, on a 2 moyens de faire une IVG. On a l'IVG instrumentale et l'IVG médicamenteuse, que je vous décrirai plus tard. Pour les IVG instrumentales, il faut que ça soit fait dans les hôpitaux ou les cliniques autorisées et dans certains centres de santé habilités aussi. Pour les IVG médicamenteuses, on peut le faire dans les hôpitaux et cliniques autorisées, dans certains centres de santé aussi, dans certains centres de santé sexuels, par exemple les centres de planification et d'éducation familiale, dans certains cabinets de ville de gynécologues, médecins généralistes et de sages-femmes aussi. On peut le faire aussi à la maison, non? Pour les IVG médicamenteuses. Pour médicamenteuses, oui. J'ai oublié de le noter. En fait, tu le fais hors les murs de l'hôpital, donc en fait un établissement privé sans service public assuré peut ne pas réaliser les avortements, mais devra quand même vous rediriger vers un établissement public ou privé avec les autorisations de soins publics. On ne peut pas vous refuser pour des raisons discriminatoires ou financières. Alors, malheureusement, je sais pas si t'en parles un peu plus tard, ça relève de la théorie. Oui, non, alors j'en parle pas plus tard. Parce qu'il y a des endroits où, en fait, il n'y a pas de personnel et il n'y a pas l'organisation et que malgré toutes les lois, tout ça, s'il y a pas le centre qui existe ou même le centre de référence ou si le centre de référence est complètement saturé, c'est compliqué. Et malheureusement, ils sont obligés normalement de. Oui, mais malheureusement, il y a des situations un peu compliquées où c'est. Oui, puis il y a le côté aussi où l'accès aux soins parce que
l'hôpital le plus proche ou autre, il est à 40 km. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça aussi. Hein. Sachant que vous avez peut-être vu dans les hôpitaux, parfois les services qui s'occupent de ça s'appellent les centres d'orthogénie. C'est un mot que vous avez peut-être vu dans les hôpitaux, voilà. Donc si vous avez un centre d'orthogénie, parce que c'est pas marqué en gros IVG ou quelque chose comme ça, hein, c'est ça que ça veut dire. Le mot clé. Donc les deux types d'IVG qu'il existe. Alors sachant que je vais pas les redécrire à chaque fois sur les autres pays parce que c'est pareil partout dans le monde, c'est les mêmes choses qui sont pratiquées. Donc l'IVG médicamenteuse qui se déroule du début de la grossesse jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse, ou 9 semaines d'aménorrhée. Voilà. La jeune femme peut s'adresser pour une IVG médicamenteuse. Enfin, la jeune femme, la femme. Elle peut s'adresser à un établissement de santé, à un cabinet de ville, médecin, sage-femme, qui ont conclu donc une convention avec un établissement de santé, un centre de santé ou un centre de santé sexuelle, ayant aussi conclu une convention avec un établissement de santé. La téléconsultation est possible, mais elle ne peut pas vous être imposée. Les médicaments sont délivrés par la pharmacie d'officine choisie par la femme. En France, cette méthode consiste à prendre successivement 2 médicaments. Le seul médicament jugé sûr et efficace par l'OMS dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, d'ailleurs. Les médicaments vous sont remis par le médecin ou la sage-femme lors du recueil de votre consentement, ou délivrés à la pharmacie si vous avez effectué une téléconsultation. On a un médicament antiprogestérone, la mifepristone, qui interrompt la grossesse. RU 486. Je suis pas allée chercher le nom. Il y a le professeur Étienne-Émile Beaulieu qui est décédé il y a pas très très longtemps, qui a découvert et utilisé son activité, cette pilule comme activité abortive. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc vous pouvez choisir de prendre le médicament au cours de la consultation ou une téléconsultation en présence d'un médecin ou d'une sage-femme, ou seul à domicile après la consultation ou la téléconsultation. Des saignements après la prise de ce médicament sont possibles. Cela ne veut pas dire que l'interruption de grossesse a eu lieu. Il est indispensable de prendre le 2e médicament, qui est la prostaglandine, le misoprostol. Ce médicament est pris 24 à 48 heures plus tard par voie orale, sublinguale, donc ça veut dire sous la langue, ou transmuqueuse orale, à l'intérieur de la joue. Soit lors d'une consultation ou encore d'une téléconsultation, mais il y a un risque d'expulsion sur le trajet de retour au domicile, donc c'est pas trop conseillé. Soit de préférence à domicile après prescription par un établissement de santé, par un professionnel de ville autorisé, ou toujours par le centre de planification. Donc dans un safe space, dans un milieu sain, serein, où tu peux... Où t'es en sécurité. Parce que c'est pas une sinécure non plus. Ce médicament provoque des contractions et l'expulsion de l'embryon. Voilà, tu y arrives. Celle-ci survient généralement dans les 3 à 4 heures suivant la prise de ce second médicament, mais peut parfois se produire dans les 24 à 72 heures. L'IVG médicamenteuse n'est pas possible lorsque les délais sont dépassés. Par ailleurs, elle est contre-indiquée si la grossesse est extra-utérine. Alors extra-utérine, ça veut dire qu'en fait la grossesse ne se fait au niveau... Elle se fait ailleurs que dans l'utérus. L'utérus est l'organe qui est censé accueillir la grossesse, et que si l'implantation se fait en dehors de l'utérus, c'est moins facile pour le corps pour la gérer, notamment pour l'expulser, parce que l'utérus il est censé savoir expulser une grossesse échouée, etc., une grossesse avortée, ou une grossesse non aboutie. Par contre, les autres, et en particulier les trompes, ont pas du tout cette fonction-là, et ça peut provoquer des gros soucis. Et d'ailleurs, la grossesse extra-utérine, c'est une urgence médicale, donc il faut aller aux urgences obstétriques. Ouais. Donc on peut pas prendre ce médicament aussi en cas d'allergie à l'un des médicaments, d'insuffisance rénale chronique ou de porphyrie. Donc la porphyrie, c'est une maladie héréditaire rare. Des vampires. Caractérisée par un déficit enzymatique perturbant la fabrication de l'hème, molécule contenant le fer. En vrai, on suppose que les vampires ont cette maladie-là. Si les vampires existent.
Ensuite, je vous parle d'IVG chirurgicale, sauf si tu veux rajouter des Sur choses. les vampires? Non, ça va. Non. Non, pour le médicamenteux. On en reparlera des vampires. D'accord. Ah, ça j'aime bien quand tu me teases comme ça. Non, j'ai un vrai vampire à Oui, te... non, mais je me doute, j'ai bien compris. Donc, l'IVG instrumentale consiste dans un premier temps à dilater... Bon, alors du coup, c'est après la 7e semaine de grossesse, en général, ou 9e semaine de grossesse. J'avais pas précisé. Donc, ça consiste à dilater progressivement le col de l'utérus et il est possible jusqu'à la 14e semaine de grossesse ou 16e d'aménorrhée. Pour faciliter cette dilatation, on fait une préparation médicamenteuse du col de l'utérus qui est vivement recommandée. La préparation cervicale repose sur un antiprogestérone, la mifeprostone, qu'on a parlé tout à l'heure, à prendre par la bouche 36 à 48 heures avant l'aspiration du fœtus, ou sur une prostaglandine aussi, le misoprostol, à prendre par la bouche 3 à 4 heures avant l'aspiration aussi. On a un troisième médicament, le Gemeprost, qui est une ovule par voie vaginale 3 heures avant l'aspiration. Une fois le col bien ouvert, le médecin introduit dans l'utérus, un petit tube ou canule, relié à un dispositif permettant d'aspirer le contenu utérin. Cette technique est réalisée sous anesthésie locale. Seul le col de l'utérus est anesthésié, donc vous restez réveillé. Ou on peut la réaliser en général selon la situation médicale ou le choix de la femme. Si une anesthésie générale est nécessaire, une consultation pré-anesthésique est obligatoire par contre. Ça c'est la règle. Ouais. Quelle que soit l'intervention de toute façon. L'intervention ne dure que 10 à 15 minutes, mais nécessite une hospitalisation 2 jours uniquement, bien sûr, d'une douzaine d'heures au moins. Voilà, ça peut être un peu moins, mais voilà, c'est une douzaine d'heures en général. Les femmes majeures peuvent venir seules, mais il est vivement conseillé de venir accompagnées quand même. Le suivi post-avortement. Un rendez-vous de consultation pour contrôler si la grossesse a bien été arrêtée vous sera alors communiqué avec une prise de sang. Ce qu'on va vérifier, c'est les bêta-HCG, bien évidemment. C'est ce qu'on contrôle quand vous faites la prise de sang au début d'une grossesse. Les contacts que vous pouvez prendre pour savoir comment faire, si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit. Donc comme je vous ai dit, vous allez sur le site du gouvernement, sur amélie.fr aussi. Mais sinon, il y a des numéros. N'hésitez pas à contacter le numéro vert et gratuit, le 0800 00 11 11. On a aussi un chat IVG Contraception, ivg-contraception-sexualité.org, qui est géré par le Mouvement français pour le planning familial. Vous trouverez aussi toutes les informations que je vous ai données sur ivg.gouv, qui est vraiment très bien détaillé sur le site. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi de n'importe quel soignant, quel que soit le soignant que vous croisez, l'infirmière, le médecin généraliste, la sage-femme, les kinés, les aides-soignantes, etc. Même si eux ne peuvent pas vous répondre parce qu'ils sont pas formés pour, ils vous dirigeront vers les bonnes personnes. Faut pas hésiter. À noter, une précision, il y a beaucoup de sites malveillants qui se font passer pour des sites officiels qui parfois copient un petit peu ou les adresses ou les atours des sites officiels et qui essayent de dissuader ou d'éloigner ou de voilà. Et donc n'hésitez pas à toujours utiliser les sites en tout cas du gouvernement. En France, le site en .gouv.fr. Qui est le site du ministère ou de la sécurité sociale. Voilà, ou de vous rapprocher d'institutions qui sont en place, parce qu'effectivement, malheureusement, même s'il existe un délit d'entrave, tu vas en parler peut-être du délit d'entrave. Il existe un délit d'entrave en France qui fait qu'on n'a pas le droit d'entraver quelqu'un qui désire accéder à l'IVG. Malgré ça, il existe des sites d'information qui sont malhonnêtes ou qui essayent d'orienter. Donc, surtout que c'est une situation qui est pas facile, malgré ce que il peut être dit, c'est pas utilisé comme une contraception, non. C'est pas un choix facile. Donc, il faut pas essayez de pas vous faire avoir par ces sites de sous couvert de je te donne des informations, mais en fait c'est pas le cas quoi. Oui, parce que parfois ils travaillent leur référencement et effectivement parfois ils savent être bons, même si normalement les moteurs de recherche ont ce travail de veille. Mais bon. Tout à fait.
Voilà, donc et puis ne pas hésiter à aller voir les plannings familiaux, il y en a normalement, s'il y a le personnel nécessaire, bien sûr, c'est là toujours aussi, pareil. aux nouvelles aujourd'hui, on est censé y en avoir à chaque hôpital. Il y avait alors je sais plus dans quel endroit. Il y a un certain nombre de sites qui doivent fermer, faute de budget, faute de personnel, c'est compliqué. Et sinon, pour les mineurs, n'hésitez pas à aller voir, si vous en avez une, bien sûr, dans votre collège ou lycée, l'infirmière scolaire, qui peut aussi vous aider, vous accompagner pour ça. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et à Bloody copine Lison, gros bisous à elle, qui est infirmière scolaire. Qui fait son possible avec les moyens qu'elle a dans l'éducation nationale. Tout à fait. Mais je crois qu'elle le fait bien. Et je voulais parler de la rumeur de stérilité. Je crois que j'en ai parlé au tout début, mais voilà. Non, une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de risque de stérilité à pratiquer un avortement. D'accord ? En tout cas, pas avec les moyens médicamenteux. Avec les moyens médicaux faits proprement. Ah oui. Voilà. Si c'est fait avec un cure-dent ou comment ça s'appelle le truc pour prendre les vêtements? Les cintres. Un cintre, c'est sûr qu'il y a des risques. Par contre, si vous le faites normalement, il n'y a pas de risque de stérilité. Donc voilà. Quelques petits chiffres en France. Le nombre d'IVG poursuit sa hausse en France. Il y a un rapport qui a été publié le 25 septembre 2024. La direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques indique qu'en 2023, en France, 243 623 IVG étaient réalisés. En 2022, on comptait 320 avortements pour 1000 naissances selon, toujours pareil, l'adresse, la direction de la recherche des études, etc. L'état des lieux dans le monde. Alors, je vais parler d'avortement illégal. Essentiellement. Je sais pas si, juste avant de parler du monde, tu parles des interruptions médicales de grossesse ou pas? Ou tu parles que des interruptions volontaires? Non, j'ai oublié de le préciser, ça. Je voulais, parce qu'en fait, il y a deux types d'IVG. Si tu veux, j'en touche un petit mot. L'interruption médicale, c'est quelque chose, alors on appelle ça aussi IVG, avortement thérapeutique. On a IVG et IMG. Ouais. Voilà. Et là, il va vous expliquer l'IMG. L'avortement thérapeutique, l'IMG, et là, au-delà des 14 semaines. On n'est pas forcément, on est plus sujet au délai. Ouais. Déjà. Ça peut être réalisé uniquement si la poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la femme. Et s'il existe une forte probabilité pour que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Tout à fait. Et donc il y a un certain nombre, alors je vais pas les citer tous nécessairement, mais il y a un certain nombre de possibilités quand on diagnostique une pathologie en lien avec la grossesse pour la mère et ou pour l'enfant à naître. Avec les scintigraphies et les échographies. Ben non. Ah oui, non, pas scintigraphie. L'examen qu'on fait là. La myosynthèse. La myosynthèse, pardon. Ouais. N'importe quoi. Moi. Et c'est parce qu'on a parlé de scintigraphie tout à l'heure sur un autre sujet. Et pour le coup, c'est une procédure un peu différente qui est médicalisée comme qui peut être son nom l'indique jusqu'à la fin de la grossesse. Voilà, et qui peut être réalisée jusque presque à terme, enfin jusqu'à J-1 du terme. Ouais, c'est ça. Parce que pour le coup, il y a plus de notion de délai. Mais il y a une notion de préservation de la vie de la mère et d'éviter une pathologie incurable pour l'enfant à naître. Et pas forcément bien prise en charge. Voilà, c'était la petite parenthèse IMG pour. Et je voulais le dire et j'ai oublié. Ouais. Donc on va reprendre sur les avortements illégaux dans le monde, enfin les avortements dans le monde. L'OMS en 2023 disait qu'il y avait 73 millions d'avortements. Il y avait de ces 73 millions d'avortements, on avait 45% non sécurisés, donc c'est-à-dire clandestins. Dans cela, on avait 4,7 à 13,2% de décès qui sont liés à ces avortements non sécurisés. 7 millions de femmes sont hospitalisées pour complications sur les IVG non sécurisés toujours. Le tout premier pays à avoir autorisé l'avortement dans le monde, est-ce que tu sais ? Oui. Qui est-il ? Je te l'ai dit. Oui. Puis j'ai vu passer. J'ai vu passer par ailleurs l'information. C'était l'URSS. L'Union soviétique, ouais. Le 18 novembre 1920, sous l'impulsion de Lénine, pour couper avec les normes tsaristes en fait.
Il a fait ça, il était gratuit par la volonté de la femme et devait être réalisé par un médecin. C'est la seule condition qu'il y avait, il fallait que ça soit fait par un médecin. Et il en avait marre aussi, Lénine, d'avoir des décès liés à des avortements clandestins en fait. Cette loi a été rapidement supprimée par Staline dès 1936, puis réautorisée en 1995. Ensuite, il y a eu d'autres pays pionniers, bien sûr. L'Islande en 1935, la Suède en 38, le Japon en 48. Alors le Japon, lui, il l'a fait pour le contrôle des naissances, en fait, pour réguler les naissances. Et la Hongrie en 53. On a évoqué dans, je crois que c'était l'épisode Norbert Bartosek, on a évoqué l'eugénisme, et on évoquera dans d'autres épisodes les politiques eugénistes diverses qui ont eu lieu dans différents pays et qui se sont manifestées par plein de manières différentes, les avortements, les stérilisations, on a été très créatifs là-dessus. Les humains. Ah oui. Alors, sur 195 pays reconnus, l'ONG américaine Center for Reproductive Rights, ouais, j'ai eu mon TOEIC. C'est ça. Dit que en 2024, 24 pays interdisent complètement l'avortement ou le restreignent à des cas extrêmes, c'est-à-dire danger vital pour la mère, comme Malte, l'Égypte, les Philippines, Madagascar, Andorre, plein d'autres. Sont autorisés sous conditions, c'est-à-dire en cas de viol, inceste, malformation. On a environ 40 pays. Autorisés pour des raisons sociales, économiques, une dizaine. Autorisés sur demande 12 à 24 semaines d'aménorrhée selon les pays, 77. Et en fait, sur demande, c'est la volonté de la femme, en fait. Autorisation avec accord médical, le Royaume-Uni, l'Inde, et les pays fédéraux avec variation selon les régions. Les différents États constitutifs. C'est ça. Ouais. Donc les États-Unis, pour ne surprendre personne, et le Mexique aussi. Ça, je le savais pas, tu vois. Le Mexique, je l'ai appris là. Oui, aux États-Unis, t'as des États qui sont très très anti-IVG. D'ailleurs, là, cette semaine, il y a eu c'était quoi? C'était en Louisiane, il me semble. Le cas de la jeune fille de 9 ans qui a été violée, qui est enceinte, à qui on a refusé un avortement. Oui. Et à l'inverse, t'as des États qui sont, pour le coup, beaucoup plus ouverts et. C'est ça. Comme le rappelle l'ONG Amnesty International, quelle que soit la législation du pays, les femmes ont recours à l'avortement dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 37 sur 1000 lorsque la loi l'interdit et 34 sur 1000 lorsqu'elle l'autorise. Donc ça n'a pas de sens de ne pas le légaliser, quoi. La différence est le danger pour la santé des femmes. Les IVG clandestines sont la 3e cause de mortalité maternelle dans le monde, quand même. La France est devenue le lundi 4 mars 2024 le premier État au monde à inscrire dans sa constitution la liberté garantie de la femme de recourir au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et ça a été réalisé en réaction à l'abrogation par les USA en juin 2022 de l'arrêt Roe contre Wade qui garantissait le droit à l'avortement. Voilà pour les données un petit peu mondiales. Ensuite, donc du coup, j'ai sélectionné 3 pays. J'ai sélectionné le Canada, la Belgique, puisqu'en fait, ce sont les 2 pays qui nous écoutent le plus. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va parler d'eux. Et le troisième... Salut les amis canadiens et les amis belges. Ouais, on les adore. Et j'ai sélectionné les États-Unis. Alors bon, on a 3 écoutes aux États-Unis, mais on ne peut pas ne pas en parler des États-Unis. Voilà. Alors c'est succinct, bien sûr. Je suis désolée. J'ai essayé de trouver le maximum d'informations, bien sûr. Je suis allée sur les sites officiels et tout. Mais voilà, j'ai essayé de faire rapidement quand même. L'histoire au Canada. 1969, la législation sous condition par un comité médical s'il y a un danger pour la mère. Donc c'est sous condition. On peut avorter mais sous condition. Et en 1988, il y a un arrêt de la Cour suprême, fin des restrictions du code criminel, et depuis l'avortement est un service de santé à part entière. Reprenez-moi, amis canadiens, si ce que je dis, c'est de la connerie, bien sûr. Au Canada, l'avortement, c'est légal, gratuit et encadré. C'est reconnu comme un droit fondamental lié à l'autonomie corporelle. Chaque province ou territoire a ses propres lignes directrices. Comme en France, il y a 2 types.
Donc le médicamenteux et le chirurgical. C'est toujours les mêmes utilisations de médicaments, Mifégi, Miso, c'est les 2 médicaments. C'est prescrit par un médecin, infirmier et praticien. Oui, parce que chez eux, ils ont des infirmiers qui peuvent faire des prescriptions. Et sage-femme au Québec. C'est disponible en pharmacie ou dans certaines cliniques. C'est également accessible via la télémédecine. Au niveau chirurgical, c'est réalisé en clinique ou en hôpital. L'intervention est à faible risque, y compris au 2e trimestre, qui est plus complexe. J'ai pas noté le nombre de semaines. Alors, je ne sais pas si... J'avais pas trouvé, je crois. Ah ben, je suis désolée. Bon. C'est gratuit pour les personnes assurées et remboursable même en dehors de la province de résidence aussi, mais sous condition, bien sûr. Il peut y avoir un soutien financier et émotionnel proposé. Il y a des lignes téléphoniques ou textos pour discuter. Alors, je t'interromps juste... Ouais. A priori, il n'y a pas de délai particulier pour l'interruption de grossesse chirurgicale. Par contre, pour le médicamenteux, c'est 9 semaines. D'accord, ok. D'aménorrhée? De grossesse. De grossesse. Donc 11 d'aménorrhée. Après, c'est logique parce que 9, 11, ça fait... On doit avoir ça doit faire quand même 2 cm, 2 cm et demi. Ouais. Au-delà, ça devient compliqué. Il y a accès à des services de conseil gratuits aussi, Action Canada, Fédération nationale sur l'avortement, là où par contre c'est que en anglais. Et chaque province a son propre service. Pour le Québec, allez sur québec.ca, c'est le service d'avortement. Et comme pour les Français, évidemment, allez vous renseigner auprès de choses qui sont officielles. Donc .ca, québec.ca, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous trouverez pour le Québec SOS Grossesse. Je donne les numéros ou on les mettra sur... Donc tu peux le donner. Donc le 1-877-662-96-66. Vous avez SOS Grossesse Estrie, 819-822-1181 ou le 1-877-822-1181. C'est sans frais. Et enfin, à Montréal, nous avons Grossesse Secours, 514-271-0554. Il y a aussi des lignes nationales. Le téléphone, le 1-888-642-2725 et par texto 613-800-67-57. Courriel access@actioncanada-r.org. Et bien sûr, vous retrouvez sur canada.ca, santé publique, services santé sexuelle, avortement. Enfin, vous tapez avortement sur canada.ca et vous trouverez les informations. Et vous ne trouvez pas que sur l'avortement, vous trouvez aussi sur la contraception après et avant, hein, bien sûr. J'ai pas parlé de contraception après d'ailleurs, parce qu'en général, c'est proposé. Et comme tu en parlais tout à l'heure, attention aux centres de crise de grossesse, souvent anti-avortement et non neutres. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage à garantir un accès équitable, sécuritaire et sans stigmatisation. Il essaye de lutter contre la désinformation et il finance des projets via les fonds pour la santé sexuelle et reproductive. Exemple, Action Canada, GRAC, FNA. Bon, vous connaissez mieux que moi. Les obstacles. Les services peuvent être éloignés parce que vous êtes quand même dans un pays extrêmement grand. Et puis il y a aussi l'accès aux soins pour les autochtones et en particulier sur le sujet. Oui. J'avais lu des papiers il y a quelques années de ça sur justement l'inégalité d'accès. Ouais. Alors pour le coup parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont moins dotés, mais aussi parce qu'il y a des problèmes de références culturelles qui sont qui font qu'il y a de la stigmatisation qui est totalement différente. Personnes racisées, handicapées, LGBT, etc. Ouais. Et donc il y a il y a une problématique spécifique sur l'accès des autochtones aux IVG. Tout à fait, ouais. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans l'histoire du Canada, il y a eu des programmes de stérilisation de ces populations autochtones ou il y a eu des manipulations des populations, que ce soit leur enlever leurs enfants pour les éduquer à la canadienne, que ce soit leur limiter la quantité d'enfants qui peuvent se produire. Et aujourd'hui, en fait, il y a toujours ces problématiques. C'est compliqué. C'est ça. Les chiffres. En 2022, 97 211 avortements répertoriés.
Les 25-29 ans sont à hauteur de 25% et sont les plus utilisatrices de l'avortement. L'Ontario a, lui, 40 313 avortements et le Québec, 21 589. Ce sont les deux plus premiers utilisateurs, entre guillemets, bien sûr, du système. Est-ce que c'est parce que ils sont plus nombreux, tu vois, des grosses, comment ça s'appelle ça, provinces, j'imagine, des grosses provinces, je sais pas. Voilà ce que je pouvais dire sur le Canada. La Belgique. Alors, l'histoire commence un peu plus tôt. 1867. Le code pénal décrit l'avortement comme un crime contre l'ordre des familles et la moralité publique. On part beaucoup plus loin. En 1960, le Congo belge prend son indépendance. Les Belges revenant en Belgique, bien sûr, ayant été violés par un Africain, sont non officiellement autorisés à se faire avorter en hôpital afin d'éviter les enfants métis. C'est quand même super spécifique, quoi. Bon, après, la Belgique a une histoire particulière avec le Congo belge, qu'on traite pas forcément dans Medicine City, mais c'est une histoire très sombre. Et pour le coup, pas totalement assumé, je pense. Je sais pas trop, mais bon. Donc, ouais. Ensuite, dans les années 70, on a la naissance de la Société belge pour la législation de l'avortement, qui conteste, qui fait des contestations importantes avec eux aussi. Ils ont des procès importants de ce type. Ils ont leur Bobigny à eux à peu près en même temps. C'est ça. En 90, dépénalisation partielle avec la loi dit l'allemand Michelsen. Désolé pour la prononciation si c'est pas ça. Qui suspend les poursuites judiciaires dans le cas où l'avortement a lieu selon les conditions prescrites par la loi, c'est-à-dire autorisé jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée si la femme est en détresse et refus persistant plus ou moins tard, c'est-à-dire la vie de la mère en danger, pathologie grave du fœtus. Ça autorise le personnel médical et infirmier le droit de refuser de pratiquer aussi l'avortement. Oui, une clause de conscience. En 2000, le premier avortement médicamenteux est autorisé. En 2020, proposition de loi pour dépénaliser totalement l'IVG et allonger le délai de 12 à 18 semaines qui est déposé. L'avortement est pratiqué à l'hôpital ou dans un centre de planning familial. Pour les femmes majeures et mineures, il faut être informé, elles doivent être informées des aides sociales aussi existantes et des mesures de contraception possibles par la suite. Et c'est tenu de fournir un service d'écoute psychologique. L'entretien psychologique, lui, et l'examen médical sont obligatoires lors de la demande, avec une période de latence de 6 jours avant de pratiquer l'intervention. Le jour de l'intervention, la femme doit signer un document attestant son désir persistant de pratiquer un avortement. La méthode, c'est la même, médicamenteuse et instrumentale par aspiration, bien sûr, jusqu'à 9 semaines, et l'instrumentale avant et au-delà de 9 semaines d'IVG. Il y a une visite de contrôle dans le mois qui suit l'IVG. Alors, il y a 2 gros sites pour prendre des données. Donc là, pour la Belgique francophone, c'est GACEHPA, alors GACEHPA.be. Vous avez leur adresse mail avec la même chose @gmail.com. Et pour les néerlandophones, c'est abortus.be. Et il y a un chat que vous pouvez aller retrouver sur leur site, il s'appelle le chat Luna. D'ailleurs, je trouve que le site néerlandais est mieux fait que le site francophone. Ça fait plus années 80, alors que le site néerlandais, c'est plus, actuel. Bon, bref. Pour les chiffres, j'avais pas de numéro de téléphone. C'est essentiel. Enfin, il y en avait plein, mais du coup, je les ai pas forcément pris. Les chiffres. Une femme sur 5 en Belgique aura recours à un avortement dans sa vie. En 2021, nous avions 16 702 avortements enregistrés. En 2019 et en général, les 20-29 ans avortent pour 46%. La plus grande part, qui est la plus grande part. Puis on passe à 39% pour les 30-39 ans. Les 15-19 ans ont 8,9% et 6% chez les plus de 40 ans. Comme quoi, c'est pas les moins de 20 ans qui utilisent le maximum l'avortement comme on pourrait se faire en image, quoi. Voilà en gros l'histoire de la Belgique et du Canada. Bon, j'ai été très succincte, je suis désolée, veuillez m'excuser si ça vous a pas convenu, si je me suis trompée. N'hésitez pas à nous faire des retours.
Tu voulais dire quelque chose? Oui, je sais pas si tu en parles un peu plus tard, il y a un sujet que je trouve important d'évoquer. Alors souvent pour dater une grossesse, on a besoin de recourir à une échographie de datation. Oui. Euh... C'est pour les États-Unis que tu veux parler de ça? Ouais, ce qui est je parle des États-Unis après. Important de savoir, c'est en fait, je veux venir sur le sujet de faire écouter ou pas les battements cardiaques aux mères. Alors ça, c'est pas le cas au Canada et en Belgique. Alors voilà, que ce soit en France, qu'on soit bien clair, en France, en Belgique, au Canada, à aucun moment il n'est la mère, enfin la femme qui est enceinte et qui désire avorter ne doit être obligée d'écouter les battements de cœur du fœtus. C'est pas du tout dans la procédure, sachez-le, c'est important de le savoir, de le faire valoir, il existe malheureusement des gens qui sont zélés, un peu anti-avortement. Parfois, il existe des procédures légales, et notamment, je pense à la Hongrie, qui vient de l'imposer là dans ses IVG, où pour entre guillemets faire réfléchir la femme avant de procéder à l'IVG, il doit... Surtout que le battement de cœur, c'est qu'une réaction physiologique, il faut dire. Voilà, c'est ça. Et du coup, mais je sais qu'aux États-Unis, dans certains États, c'est le cas, c'est obligatoire. En Hongrie, ça vient d'être le cas. En France, en Belgique, au Canada, qu'on vient d'évoquer, ça n'est pas le cas. Et c'est une maltraitance médicale que d'avoir à subir ça. Alors bien sûr, une erreur est toujours possible de se dire, je mets l'échographe en mode écho-doppler et puis je mesure l'activité cardiaque avec le son. C'est juste une manipulation technique pour ne pas le mettre. Donc c'est une maltraitance médicale que de l'imposer à titre systématique. Si on vous propose. Voilà. Donc sachez-le, c'est une mauvaise procédure et c'est pas du tout légal, obligatoire. Voilà, c'est quelque chose qu'il fallait dire à mon avis. C'est ça. Oui, non, mais tout à fait. En parlant parce qu'en plus on est fragile dans ces situations-là et que on n'a pas forcément le recul, les ressources pour s'opposer à ça, à un médecin qui est tout puissant, qui est là à côté et qui fait son grand cadeau et qui a des idées arrêtées. C'était la minute déontologie. On va parler du coup de ce genre de pays, les États-Unis, dont je ne pouvais ne pas parler. Donc on va commencer un petit peu par l'histoire. En 1973, donc il y a un arrêt qui s'appelle Roe contre Wade qui dépénalise l'avortement. Il y a un droit à la vie privée protégé par le 4e amendement de la Constitution qui autorise du coup l'avortement au niveau fédéral, donc dans tous les États. C'est le choix de la femme jusqu'à la fin du premier trimestre. La Cour suprême reconnaît le droit à chaque État d'apporter des restrictions raisonnables à l'avortement. On a dans la suite 487 lois qui ont été votées pour réduire sa portée de cette loi. Ouais, donc en fait, ils ont une autorisation fédérale avec en disant à chaque État, vous pouvez réduire la voilure de la portée de l'acte. Et bien entendu, un certain nombre d'États, notamment des États du Sud, se sont engouffrés dedans en se disant... Mais pas que. Oui, mais... En 2009, Barack Obama va abroger une disposition que George W. Bush avait fait, qui interdisait d'attribuer des fonds publics aux ONG qui pratiquent l'avortement ou qui donnaient des conseils dans ce domaine dans des pays en voie de développement. 2016, la Cour suprême réaffirme le droit à l'avortement par les femmes en l'arrêt Wall Women's Health contre Hellerstedt. Le 24 juin 2022, l'arrêt est abrogé par la Cour suprême. Il faut savoir que 6 des 9 juges sont conservateurs. Chaque État a le droit ou non d'autoriser, plus ou moins complètement, l'avortement. Le 24 juin 2025, loi anti-avortement, avec réaffirmation de l'amendement Hyde de 1976 qui vise à empêcher l'utilisation des fonds fédéraux pour les IVG. Suppression des 2 décrets de Joe Biden favorisant l'accès à la pilule d'urgence et l'utilisation de données personnelles numériques pour poursuivre des femmes en justice. Les projets de... C'est vertigineux quand même. Ouais. Les projets de Trump
L'arrêt de l'autorisation par la Food and Drug Administration de la mifepristone, donc le médicament pour l'IVG médicamenteuse. L'arrêt des avortements dits tardifs, entre guillemets, élément très flou mais permettant encore de réduire l'accès. Arrêt définitif de l'avortement, même si non clairement dit, car une grande partie des pro-choice ont remporté quand même 7 des 10 référendums d'initiative populaire, y compris même dans les bastions conservateurs. Et la petite nouveauté que j'ai rajoutée hier ou avant-hier, qui date du 3 juin 2025. Alors les pro-choice, juste un petit Je mot. vais en parler, ouais. Ouais, il y a deux grands camps, les pro-life, les pro-choice, mais ça tu vas en parler. Oui, mais vas-y si tu veux dire quelque chose dessus. Non, c'est globalement, ils ont polarisé le débat entre on est soit pro-life, soit pro-choice. Pro-life, c'est on interdit l'IVG et que toute grossesse doit être menée à terme et toute vie doit être vécue. Pro-life, ouais. Le fœtus a le droit de vivre, tout simplement. Le fœtus est considéré quasiment comme une personne à part entière dès le départ. Quasiment, c'est complètement. Et les pro-choice, à l'inverse, sont pour le choix individuel des femmes à disposer de leur corps. Donc voilà. Et donc, les pro-life sont généralement les plus conservateurs. Les pro-choice sont on sont sur une modalité un peu moins conservatrice. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai écrit. Ok. J'avais juste rajouté que la plupart des Américains sont relativement pour l'avortement jusqu'à la fin du premier trimestre. Et plus la grossesse avance, plus le nombre diminue avec l'avance. Enfin, voilà. Plus au début ils sont pro-choice et puis après ils deviennent pro-life. Voilà, c'est sympa. Et donc du coup je partais sur la petite nouveauté qui nous a sorti Trump le 3 juin 2025, l'annulation de la directive de 2022 qui impose aux hôpitaux de réaliser des soins et des IVG d'urgence pour stabiliser des femmes enceintes en situation critique. Tu peux me faire une petite reformulation? Eh ben en fait, jusque-là, une femme qui se présentait avec une grossesse en cours et qui était en danger, parce qu'elle saignait beaucoup, parce qu'elle avait des contractions, parce qu'elle faisait des infections, etc. Peu importe, elle se présentait à un hôpital disposant d'un service d'urgence susceptible de l'accueillir et de la prendre en charge. L'hôpital était obligé de lui faire des soins, y compris si ça nécessitait d'avoir un avortement. Le problème de l'annulation de la directive, c'est que les hôpitaux ne sont plus obligés de réaliser ces soins et notamment cette IVG d'urgence. Ils sont très embêtés apparemment. Et que pour le coup, en fait, ils doivent faire un choix parfois et s'ils décident de ne pas tenter l'IVG, parfois c'est de perdre et la mère et le fœtus parce que ils n'auront pas eu le droit de réaliser l'IVG. Donc on est sur des situations complexes parce que potentiellement il y a mise en danger de la vie de la femme. C'est ça. C'est la vie avant tout mais ça n'a pas de sens en fait. Parce que du coup, c'est la vie avant tout, mais ils sont prêts à laisser une femme mourir. Ouais. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Bah après, généralement, les pro-life sont aussi ceux qui sont pour la peine de mort, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ça n'a pas de sens non plus. Donc c'est. Donc aux États-Unis, nous avons 2 types d'aspiration, d'avortement, les mêmes qu'en France, médicamenteuse et chirurgicale, toujours par aspiration. Et le médicamenteux, c'est le médicament le même que le nôtre. Les chiffres, entre 92 et 2002, on a 1000 établissements qui pratiquaient l'avortement qui ont disparu. Bah oui, ils les font sauter à coups de... C'est ça, à coups de voitures bélier, etc. Ouais. 80% de ceux qui restent font l'objet de harcèlement de la part des opposants, les pro-life, voitures bélier, manifestations, etc. Les USA détiennent le triste record de mortalité infantile, un des plus élevés dans les pays à haut revenu. De 5,4 enfants pour 1000 naissances, ils ont et contre 4 pour 1000 naissances pour la France. C'est quand même 1,4 enfants morts en plus aux États-Unis par rapport à la France. L'espérance de vie à la naissance est encore en diminution. 2022, 70% des Américains étaient contre l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade.
En 2002, on avait 1 290 000 femmes qui ont bénéficié d'avortements, soit 20 pour 1000. 67% concernent des femmes non mariées. On a un taux de recours qui est quand même plus important que le taux français que tu nous annonçais tout à l'heure. Oui, mais enfin après... Oui, non, mais je veux dire par là que c'est... Ouais. Bah oui, mais après, ils n'ont pas la même éducation sexuelle. Tout à fait. Nous, on a quand même un minimum en France, quoi. Et puis c'est moins tabou, peut-être. Je sais pas. Bref. Le nombre d'avortements a été divisé par 2, passant de 30 pour 1000 dans les années 80 à 17 pour 1000 en 2011. Voilà pour les chiffres. Au niveau des frais, bon, bah, ça sera une surprise pour personne, hein, c'est pas du tout remboursé. L'acte ne bénéficie d'une aide financière que pour les viols, incestes ou dangers de vie de la mère. Peut-être que ça va changer, du coup. Les conséquences. Il y a une étude qui a été faite au Texas en 2021 qui interdit tout avortement après la détection de l'activité cardiaque, 6 semaines. De grossesse. De grossesse, oui, pardon. Ça démontre une hausse de malformation de naissance de plus de 22%, alors que il y avait moins 3% dans le reste du pays. Augmentation des enfants mort-nés. Mort accentuée des nourrissons. Plus 13% contre plus 2% dans les restes du pays. Une baisse de la contraception dans tout le pays. Une hausse des blessures involontaires sur les nourrissons. Suffocation accidentelle dans le berceau la plupart du temps, plus 20%. Donc, baisse de l'éducation. Hausse des complications de grossesse aussi, plus 18%. En 2024, on a une deuxième étude qui se base sur 143 millions d'ordonnances apportées dans les pharmacies américaines de 2021 à 2023. Bien que la délivrance de la pilule est autorisée par la Cour suprême, ça a entraîné pour 12 États les plus restrictifs, moins 65%, une baisse de délivrance des pilules et pilules du lendemain. Pilule du lendemain, pour ceux qui savent pas, c'est la contraception d'urgence à prendre dans les 3 jours après un rapport sexuel non protégé. Cet état est notamment dû au fait de la fermeture de centres médicaux de type planning familial. Et voilà, 11% des Américains dépendent de ces lieux et un tiers de ces centres fournissent ces prescriptions médicales. Et là encore, probablement plus qu'en France, on rejoint ce que tu nous disais dans la première partie sur sur la très grande différence par rapport aux revenus, par rapport au milieu social, par rapport à, là pour le coup aux ethnies aussi. Clairement, les Noirs américains qui sont parmi les populations les plus défavorisées, souvent ghettoisées ou autres, sont encore plus impactés que les blancs qui sont dans les villes et qui ont plus de moyens et qui potentiellement même si c'est interdit dans leur état, clairement ils prennent un billet d'avion, ils font Paris aller-retour et puis oui. Ouais, complètement. En vrai, ça existe, c'est exactement ça qui se passe. Hein. Ouais. Et pour finir, je voulais vous dire le nombre d'États qui autorisent pas en fonction de quoi, comment, pourquoi. Donc les États n'autorisant pas l'avortement, même si viol ou inceste. Oui, c'est risque vital pour la mère. Alors c'était avant, j'avais écrit mon épisode avant. Oui, ça bouge quasiment tous les jours en ce moment, et donc, c'est pas prêt de s'arranger. Ok, c'est risque vital pour la mère. Il y en a 14. État en danger de ne plus avoir recours à l'avortement, et c'est en cours de discussion. Il y en avait 5. État restreint jusqu'à 6 à 12 semaines de grossesse, ou si viol, inceste, pathologie du fœtus, 6 semaines. 6 États, pardon. État autorisant, mais avec des variations de loi, mais avec des législateurs ou des populations favorables et souvent démocrates. 8. Et enfin, les États autorisant avec un accès étendu et renforcement des droits. 17. Quand même. Voilà. Voilà, quand Trump aura fini d'annexer le Canada, ce qui fait de... Comment ça va faire pour eux? Bon courage, les Canadiens. Venez chez nous. Non, c'est sûr que... Et là, je vois ce qui se passe en Europe, notamment avec la Hongrie. Et l'Italie aussi. La Hongrie est très nettement en train de prendre des politiques, des choix politiques qui sont très durs, avec, comme je disais, ils interdisent l'essentiel des recours à l'avortement. Il y a une obligation pour les femmes enceintes d'écouter
Le battement de cœur, aux États-Unis, c'est le cas aussi. Etc. Et on est sur un certain nombre de pays comme ça qui durcissent leur politique pour tout un tas de raisons. La plupart, c'est des raisons religieuses, parfois des raisons politiques et natalistes, parce qu'en fait, globalement, on a une crise démographique dans beaucoup de pays, où on a la très nombreuse génération du baby-boom qui arrive en fin de carrière et qui, dans 15 ans, on sera plus là. 15-20 ans, il y aura plus de boomers. Et en fait, derrière, c'est une génération qui a pas été remplacée réellement par les générations d'après. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça sur la main d'œuvre et sur le. Oui, c'est pas toujours religieux. Non, il y a. Ouais. Puis après, il faut. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que mes filles et mon fils continueront à grandir dans un pays où ils auront le droit de choisir de disposer de leur corps. En fait, le truc, c'est qu'ils sont déjà favorisés quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont un milieu socio-culturel qui les avantage et qui fait que même si demain on avait des interdictions ou autres, des restrictions en France, on saurait forcément se débrouiller. Oui, c'est vrai. Et c'est là où on rappelle la grande différence d'impact sur le socio-culturel, c'est que sur ces éléments-là, puis on les éduque à tout ça. Par moi, la petite, elle a écouté quand même le podcast de France Culture avec moi. Elle a écouté l'histoire de Marie-Claire, elle m'a posé des questions. Je lui ai expliqué ce qui. C'est la vie naturelle en fait. Et notre fils aussi, il était pas trop loin, et du coup il écoutait d'un coin d'oreille et il m'écoutait, je voyais, il écoutait puis il m'a posé quelques questions. Donc faut pas en faire un tabou en fait, il faut en parler quoi. Donc mais en fait on a d'en parler à vos enfants. Dans l'histoire humaine finalement, ça a pas toujours été tabou et il y a eu quand on regarde il y a quelques centaines d'années, en fait, la vie, la mort, la naissance, la reproduction, naturel, ça faisait partie des choses dans lesquelles on baignait et on savait comment ça se passait, quoi. Là, je lisais des livres plutôt anciens, plutôt historiques, il y a pas très très longtemps. Clairement, quand on regarde un peu nos rois de France, on savait exactement quand est-ce qu'ils couchaient, comment, pourquoi, si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas. C'est limite s'il y avait du public, littéralement. Et en fait, ça faisait partie de la culture commune que de savoir, parce que c'est de la physiologie finalement. Oui. Et de la même manière que, alors on a socialisé les gens et puis on a mis des tabous sur un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de raison qu'on n'éduque pas les gens à le faire, et notamment nos enfants. Et c'est important pour eux parce que derrière, après, ils pourront choisir correctement les choses. Ils pourront choisir leur contraception, ils pourront choisir leur partenaire, ils pourront choisir d'avoir ou non des enfants au moment où ils souhaitent le faire. On a cette possibilité-là, cette connaissance-là, donc voilà. Donc c'était ce que tu voulais nous dire sur le sujet. J'espère que j'ai pas manqué de respect au pays dont j'ai parlé. J'ai essayé de faire au plus clair possible de ce que j'ai trouvé. Si on devait être dans un camp, on serait dans le camp pro-choice, forcément. Ah oui, complètement, oui. Forcément, parce que c'est nécessaire de pouvoir disposer de son corps et de faire ses choix. Si vous pouvez le faire, pourquoi nous on pourrait pas? C'est ça. Il n'y a aucune raison. Non, mais c'est surtout qu'il faut pas voir les hommes après comme des ennemis, tu sais. Comme les FLM voyaient dans les années 70. Non, c'est un truc pour les femmes. En fait, il faut intégrer la contraception. Alors, le MLF, tu veux dire? MLF, oui, pardon. Oui, bon, bref. C'est les femmes qui subissent tout ça, enfin, qui ont les grossesses, etc. Mais, je veux dire, nous, on a fait des enfants parce que c'était un projet de couple, quoi. Tu vois? On a fait les choses ensemble, on a discuté des choses. D'ailleurs, le choix de ta vasectomie.
C'est toi qui en as parlé en premier, mais tu m'as demandé ce que j'en pensais et tout, quoi. Donc. Ah oui, complètement. Bon, moi j'ai dit go, vas-y, cours. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé pendant l'épisode sur Norbert Bartosek, où on parle de vasectomie, et là où c'était aussi des gens qui décidaient de prendre leur destin en main et de choisir. Alors pour le coup pour des raisons politiques, mais allez écouter cet épisode. Non mais voilà, après il faut faire quelque chose de complémentaire et pas d'opposé, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Comme un enfant se fait à deux, c'est des choses qui se discutent. Après, pour celles qui choisissent d'en faire toute seule, elles décident toute seule. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Nous, dans notre cas, c'est à deux qu'on a choisi de le faire. C'est certain. Ça... Voilà. Bref, sur cette journée de bac de philo qui a fini, j'imagine, on va vous laisser. Et on va vous dire merci encore une fois pour votre écoute. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode en 2 parties. Merci aussi pour vos retours et vos commentaires. Abonnez-vous sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Ocha, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions particulières sur le sujet, à nous envoyer des petits messages ou témoignages. Sur Facebook, nous sommes la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Sur Instagram, nous sommes Medicine City Podcast. Moi-même, je suis Falciparum Medicine City sur Instagram. On est sur TikTok aussi, Medicine City Pod. Et donc au prochain épisode, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler, comme je disais à la fin de la première partie, de Vietnam et d'arc-en-ciel. Ouais. Et ça va pas être si... ça va être un peu moins sympa. Ouais, vraiment moins sympa. Ouais. Écoutez, c'est le moment de se quitter. Moi, je vous dis à bientôt et méfiez-vous des ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.